Tout a commencé par une simple notification. À 3 heures du matin. La découverte n'a pas été dramatique. Pas de porte qui claque, pas de rouge à lèvres sur l'école. Juste le téléphone de ma femme, posé face vers le haut sur la table de nuit, s'illuminant à 3 heures du matin avec une notification d'agenda, que je n'aurais jamais dû voir, Maxime, salle de sport, 6h30. Ne pas se doucher après. Plus bas, s'étiraient les blocs colorés de sa journée, organisés comme une véritable opération militaire. Le bleu, c'était pour Maxime, le vert, c'était pour Damien, et le rouge, c'était pour moi, coincé dans de fines bandes, étiquetées, dîner, mari, et sommeil. J'ai fait défiler des mois de ce manège. La précision était chirurgicale. Maxime, c'était l'homme du matin, Damien, c'était ses réunions de travail tardives, et un certain Antoine occupait les week-ends, quand je partais en voyage d'affaires. Elle planifiait même sa propre culpabilité. Journal, pratique de la gratitude, juste avant son rendez-vous avec Damien. Je suis resté assis dans le noir pendant 3 heures, respirant calmement, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la rage, mais du calcul. Je n'ai pas cherché à avoir des explications. J'ai tout archivé, en sauvegardant des captures d'écran sur 3 comptes cloud différents. Ensuite, je suis devenu le mari idéal, celui qu'elle avait écrit dans son scénario, attentionné, prévisible, et un peu ennuyeux. Pendant qu'elle exécutait son emploi du temps, j'exécutais le mien. Catherine n'a jamais compris pourquoi j'étais soudainement devenu si accommodant. Je rentrais à la maison, exactement aux heures qui m'étaient attribuées dans son calendrier. Je lui posais des questions sur sa journée, avec un intérêt sincère, mémorisant des détails, que je vérifiais plus tard. Quand elle parlait d'un projet complexe au travail, je hochais la tête, puis je cherchais les reçus des restaurants, où elle avait soi-disant travaillé jusqu'à minuit. Je devenais aussi invisible, qu'elle souhaitait me voir, mais avec un but complètement différent. Maxime s'est avéré être son coach sportif personnel. J'ai trouvé son profil sur les réseaux sociaux, en seulement 17 minutes, un homme musclé, avec un tatouage de dragon sur l'avant-bras, et un sourire, qu'elle trouvait visiblement charmant. Son ex-femme, Inès, tenait un blog sur la maternité. J'ai étudié ses publications pendant des mois, avant de la croiser par hasard, dans un café du quartier où elle vivait. Je savais qu'elle prenait un latte au lait d'amande, tous les mardis. Je savais qu'elle détestait Maxime, pour avoir abandonné sa famille, au profit d'une fille facile. Et, sans se douter que cette femme était mon épouse, nous avons commencé à discuter. Notre rencontre avait été planifiée, à la seconde près. J'ai renversé du café sur son sac, je me suis excusé abondamment, et j'ai proposé de le remplacer. J'ai mentionné, en passant, que ma femme allait à la salle de sport de Maxime. Le visage d'Inès a changé, instantanément, de manière presque imperceptible. Mais, j'étais entraîné, pour remarquer ce genre de choses. Je n'ai pas dit un mot de plus sur une éventuelle infidélité, j'ai simplement planté dans son esprit, une graine de doute, qu'elle a elle-même fait pousser, pour en faire une véritable enquête. Damien a été plus compliqué. Il travaillait dans le département de conformité, d'une entreprise pharmaceutique. Un homme, dont le travail consistait, à surveiller l'honnêteté des autres. L'ironie était si grossière, que je me suis senti offensé pour elle. Ces rencontres avec Catherine avaient lieu dans des hôtels d'affaires, payés avec notre carte de crédit commune. J'ai rassemblé 8 mois de ce type de transactions. Avant de comprendre comment les utiliser contre lui, j'ai créé un faux profil de consultant en affaires réglementaires. Pendant 2 mois, j'ai correspondu avec Damien, discutant des zones grises dans les rapports. Il n'était pas avide d'argent, mais de pouvoir, de ce sentiment, d'être plus malin que le système. Je lui ai proposé de nous rencontrer, pour discuter d'opportunités. Il a accepté, en 4 minutes. La rencontre a eu lieu, dans la salle de conférence d'un hôtel, que j'avais loué pour la journée. J'ai tout filmé, comment il prenait l'enveloppe, que j'avais appelée à compte pour consultation, et comment il souriait, en disant que tout pouvait s'arranger. Ensuite, j'ai envoyé l'enregistrement, au service juridique de son concurrent, puis à l'agence de santé. Son licenciement a suivi, 12 jours plus tard. Le motif invoqué était une violation grave des normes éthiques. Dans cette industrie, une telle mention signifie la mort d'une carrière. Antoine a disparu de lui-même. Quand Inès a demandé le divorce,
et a utilisé l'agenda de Catherine, comme preuve des adultères répétés de son mari. Le nom d'Antoine est apparu dans les témoignages. Il était plus jeune que les autres, un étudiant en architecture, dont elle était le mentor. Il a vu son nom dans les documents judiciaires divulgués dans la presse, et a disparu en une nuit, changeant de numéro de téléphone, et supprimant ses profils sur les réseaux sociaux. Les hommes comme lui agissent toujours ainsi. Catherine est rentrée à la maison, plus tôt que d'habitude, ce mardi-là. Son visage était gris, complètement livide. Dans ses mains, elle tenait des documents judiciaires. La femme de Maxime le poursuit en justice, a-t-elle murmuré. Elle a mon agenda. Mon agenda, Victor. J'ai mis la bouilloire en marche, je lui ai demandé si elle voulait du miel, et je n'ai rien dit de plus. Elle me regardait, s'attendant à une explosion, à des larmes, à des exigences, ou à des explications, mais j'ai simplement sorti 2 tasses, et versé l'eau bouillante. Du thé vert, celui qu'elle préférait le matin, avant ses rencontres avec Maxime. Je le savais, parce que je l'avais vu dans son calendrier. Thé vert, préparation pour l'entraînement, à 5h45 du matin, soit 45 minutes, avant de le rejoindre. Tu ne dis rien, a-t-elle demandé, la voix tremblante. À propos de quoi, ai-je répondu, en lui tendant sa tasse. Tu as l'air fatigué. Tu devrais peut-être te coucher, un peu plus tôt. Elle n'a pas compris, elle ne savait pas encore, que j'avais déjà commencé. Que ces 6 mois d'un mariage sans faille, n'étaient pas un pardon, mais une préparation. Que chacune de ces respirations, chaque gorgée de thé, chaque minute passée avec moi, servait désormais mon objectif. Je la regardais boire, et je pensais à la façon dont elle avait organisé son emploi du temps, à la façon dont elle m'avait soigneusement rayé de sa vie, ne laissant que des intervalles vides, appelés obligations. Elle avait transformé notre mariage en une tâche, une ligne sur une liste de choses à faire, un bloc de temps entre des événements importants. Mais, les emplois du temps sont des structures fragiles, ils dépendent de la prévisibilité, du fait que tous les participants suivront bien le scénario. J'avais cessé de suivre le scénario, cette nuit-là, à 3 heures du matin, quand j'avais vu son téléphone. Je ne l'en avais simplement pas informé. Et maintenant, pendant qu'elle buvait son thé, et craignait l'avenir, je connaissais déjà chaque étape à l'avance. Je savais ce qu'elle ferait demain, la semaine prochaine, dans un mois, parce que j'avais étudié ses habitudes, bien mieux qu'elle-même. Je savais qu'elle essaierait d'effacer les preuves, qu'elle mentirait, et qu'elle paniquerait. Et, je m'étais préparé à chacune de ces éventualités. La vengeance n'est pas une émotion, c'est un projet. Et, je venais tout juste de terminer la phase de reconnaissance. La deuxième phase a nécessité 6 mois d'une maîtrise absolue de soi. J'ai continué à jouer le rôle du mari, que Catherine voulait voir, prévisible, un peu ennuyeux, totalement plongé dans son travail et dans sa routine. Je rentrais à l'heure, je posais des questions sur sa journée, je hochais la tête au bon moment. Elle s'est détendue, elle s'est convaincue que la crise était passée, que Maxime et ses problèmes judiciaires n'étaient qu'une malheureuse coïncidence, et que ses secrets resteraient des secrets. J'observais ce soulagement, et je sentais comment il nourrissait mon plan. Elle pensait qu'elle avait gagné du temps. En réalité, c'était moi qui gagnais des preuves. Après la disparition d'Antoine et la chute de la carrière de Damien, Catherine s'est concentrée sur Maxime. Il était le seul qui restait, divorcé, ruiné, mais physiquement toujours présent dans sa vie. Elle a commencé à le voir plus souvent, à en juger par les nouvelles entrées dans son agenda, qu'elle continuait bêtement à tenir. Maintenant, les blocs étaient violets, une nouvelle couleur, pour une vieille habitude. Elle pensait avoir changé le code et avoir rendu le système plus sûr. Je n'y voyais qu'une confirmation de sa méthode, qui pouvait être utilisée contre elle. J'ai ouvert 3 boîtes email anonymes. Une, pour communiquer avec l'avocat d'Inès, la deuxième, pour recueillir des informations sur Damien, et la troisième en réserve, au cas où quelque chose tournerait mal. Chaque jour, je passais 2 heures sur ces documents, que je rassemblais méthodiquement, comme un archéologue sur un site de fouilles. Des reçus de restaurants, des confirmations de réservation d'hôtels, des messages, qu'elle oubliait de supprimer du stockage cloud, pensant qu'il suffisait de nettoyer son téléphone. Maxime est devenu ma priorité, non pas par esprit de vengeance contre lui. Il n'était qu'un simple outil. Inès l'avait déjà détruit financièrement,
mais je voulais m'assurer qu'il ne reviendrait pas. J'ai trouvé son nouveau lieu de travail, une petite salle de sport dans un quartier résidentiel, où il avait été embauché, après avoir perdu sa licence de coach personnel, dans un club prestigieux. Je m'y suis inscrit anonymement, j'ai assisté à 3 séances, et j'ai évalué la situation. Maxime était brisé. Cela se voyait, à sa façon de parler aux clients, rapide, nerveuse, avec un sourire fuyant. Il avait perdu sa maison, il ne voyait ses enfants que le week-end. Et maintenant, Catherine était la seule chose qui lui restait de son ancienne vie. J'ai exploité cette faille, j'ai créé un faux compte professionnel, et je lui ai proposé un poste d'entraîneur pour célébrité, dans un hôtel de luxe fictif, à Dubaï. Il fallait seulement avancer les frais, pour l'obtention du visa, soit 5 000 €, qu'il a emprunté à Catherine. Elle lui a donné l'argent. J'ai vu le virement, sur notre application bancaire commune, dont elle avait oublié que j'avais toujours l'accès. C'était un point crucial. Ce n'était pas le montant qui comptait, mais le fait de transférer de l'argent du budget familial à un amant. J'ai sauvegardé la capture d'écran dans 3 espaces de stockage indépendants. L'offre de Dubaï, bien sûr, n'existait pas. Maxime s'est envolé vers le vide, a passé 2 jours à l'hôtel à ses frais, et a compris la supercherie. Mais quand il est rentré, Catherine ne voulait plus le voir. Elle l'a accusé d'escroquerie, et de l'avoir utilisé. Leur dernière rencontre, selon les messages que j'interceptais, via la tablette de sa fille, issue de son premier mariage, s'est terminée par des crises d'hystérie, et des menaces. Maxime a disparu de sa vie, aussi vite qu'il y était entré, et les blocs violets dans l'agenda ont cessé. Désormais, elle était seule. Sans compter ma présence, bien sûr, moi, qu'elle ne remarquait toujours pas. Damien a essayé de revenir, chômeur et désespéré. Il lui écrivait des emails, qu'elle supprimait, mais qui restaient dans la corbeille du cloud, que nous partagions via un abonnement familial. Il menaçait de tout me raconter, si elle ne l'aidait pas financièrement. J'ai intercepté l'un de ses messages, et j'ai répondu en son nom, grâce au fait que je connaissais ses mots de passe. Elle ne les changeait jamais, car elle me croyait trop stupide, pour vérifier quoi que ce soit. Ma réponse a été courte, raconte-lui tout. Ça m'est égal. Je demanderai le divorce, dans 1 mois de toute façon. Damien n'a rien raconté. Il était trop lâche, pour agir sans garantie. Mais, il a cessé d'écrire. Une menace de plus, neutralisée. J'ai profité de ce temps, pour préparer le coup final. Rien de physique, je ne suis pas un homme violent. Je voulais une destruction systématique, pour que tout ce qu'elle avait construit, s'effondre simultanément, selon un emploi du temps élaboré non pas par elle, mais par moi. J'ai engagé un détective privé de manière officielle, par l'intermédiaire de mon entreprise, sous prétexte d'une vérification, sur un potentiel partenaire commercial. Le détective ignorait le véritable objectif, mais il m'a fourni un rapport complet, sur les déplacements de Catherine, au cours des 18 derniers mois, données GPS, photographies, liste des lieux visités. J'ai combiné cela, avec mes propres archives, et j'ai obtenu un dossier, qui pouvait être présenté à n'importe quel juge, sans émotion, et sans conjecture. Uniquement des faits, des dates, et des montants. Le plus important, était de prouver la dissipation frauduleuse des biens, un terme juridique désignant l'argent, dépensé par un conjoint pour ses amants, à partir du budget familial. En France, ce n'est pas seulement un motif de divorce, c'est aussi un motif, pour exiger des dommages et intérêts. Je ne voulais pas de pension alimentaire. Je voulais qu'elle me rembourse pour chaque hôtel, chaque dîner, chaque sous-vêtement acheté pour d'autres hommes, avec notre argent commun. J'ai dressé un tableau détaillé, 12 000 € pour les hôtels, 4 000 pour les restaurants, 3 000 pour les cadeaux, qu'elle leur avait offerts, comme une montre pour Maxime, des livres pour Damien, un voyage d'architecture pour Antoine. À cela, s'ajoutaient les 5 000 € qu'elle avait prêtés à Maxime, pour son voyage fantôme à Dubaï, ainsi que les menus frais, les taxis, les fleurs, les bouteilles de vin qu'il buvait dans les chambres, pendant que je la croyais en réunion. 34 000 € au total. J'ai arrondi à 40 000, en incluant le préjudice moral, difficile à évaluer, mais très facile à argumenter. Catherine a remarqué un changement en moi, mais elle n'en a pas compris la nature. Elle pensait que j'étais simplement fatigué, que le travail me pesait, et que notre mariage était entré dans une phase de calme mature. Elle a même proposé
que nous partions en vacances tous les deux, comme avant. J'ai accepté, j'ai choisi des dates qui coïncidaient, avec une échéance judiciaire importante, et, au dernier moment, j'ai annulé, en prétextant un projet urgent. En réalité, je me préparais au dépôt de la plainte, et je choisissais un avocat, spécialisé dans les affaires familiales complexes, comportant des éléments de fraude financière. Je voulais précisément cette formulation, non pas infidélité, mais fraude financière. Cela transformait son péché, d'une erreur morale, en une faute juridique, du domaine privé, au domaine systémique. Une semaine avant le dépôt du dossier, j'ai accompli la dernière étape de ma préparation. J'ai organisé une rencontre avec sa mère, une femme qui m'avait toujours considéré comme un brave garçon, mais pas assez bien pour sa fille. Je l'ai invitée au restaurant, je lui ai montré une partie des documents, et je lui ai expliqué ce qui allait se passer. Je ne demandais pas son soutien, je l'informais, tout simplement. Je voulais qu'elle l'apprenne de moi, et non par la presse. Elle a pleuré. Non pas de chagrin pour sa fille, mais de honte. Elle savait que Catherine avait toujours été calculatrice, mais elle n'en imaginait pas l'ampleur. « Pourquoi ne l'as-tu pas quittée immédiatement » a-t-elle demandé. J'ai répondu avec franchise, parce que partir, c'est pardonner, et moi, je ne pardonne pas. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. Catherine préparait le dîner, selon le planning qu'elle essayait encore de respecter, bien qu'il n'y ait plus d'autres hommes, juste un grand vide, entre ces blocs de temps. Elle m'a souri, et je lui ai rendu son sourire. Nous avons dîné en silence. J'ai fait la vaisselle, pendant qu'elle regardait une série dans le salon. Une soirée ordinaire, pour une famille ordinaire, qui n'existait déjà plus. Je me suis couché avant elle, comme d'habitude, mais au lieu de dormir, je suis resté allongé, les yeux ouverts, imaginant l'expression de son visage, quand tout éclaterait au grand jour. Ce ne serait pas demain, car toute la procédure exigeait de la précision, mais bientôt, très bientôt. Mon avocat m'a envoyé un message, tout est prêt. Nous déposons le dossier lundi. J'ai répondu par un seul mot, oui. Le lundi, c'était dans 3 jours. Le dimanche, Catherine a proposé d'aller au cinéma. J'ai refusé, prétextant que je devais vérifier des documents. Elle y est allée seule, et j'ai profité de ce temps, pour faire des copies de sauvegarde, de toutes les archives, dans des endroits qu'elle n'atteindrait jamais, des disques cryptés, des coffres juridiques, et des personnes de confiance, qui n'y auraient accès, qu'en cas de problème me concernant. Quand elle est rentrée, je dormais déjà, ou du moins, je faisais semblant. Elle m'a embrassé sur la joue, et m'a chuchoté « Bonne nuit ». J'ai senti l'odeur du pop-corn, dans ses cheveux. Elle était heureuse, ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le film était bien? Peut-être qu'elle se sentait soulagée, de ne plus avoir de secret à cacher? Je me disais, que c'était la dernière nuit, où elle serait heureuse. Je savais, que demain à 9 h du matin, quand elle partirait au travail, un huissier lui remettrait la copie de l'assignation. Elle la lirait au bureau, parmi ses collègues, et elle comprendrait, que je savais depuis le début. Elle réaliserait que chaque sourire, chaque baiser, chaque « je t'aime » au cours des 6 derniers mois, faisait partie de mon plan, et non de sa victoire. Ce n'était pas une vengeance explosive, c'était une vengeance glaciale, méthodique, parfaitement planifiée, exactement à l'image de son infidélité. La phase finale exigeait la précision d'une intervention chirurgicale. J'ai déposé le dossier lundi matin, comme prévu. Pas une simple demande de divorce, cela aurait été trop facile, trop humain. J'ai déposé une demande de divorce pour faute, en exigeant des dommages et intérêts, pour la dissipation frauduleuse des biens communs. La formulation juridique était froide, mais l'essence était brutale. J'exigeais qu'elle me rembourse pour chaque hôtel, chaque dîner, chaque instant de trahison, financé par notre argent commun. Catherine a reçu les documents, à 10h47 précise. Je connais l'heure exacte, parce que j'avais configuré une alerte sur sa boîte email, qu'elle croyait personnelle, mais que j'avais ajoutée au forfait familial, 1 an plus tôt. Elle m'a appelé, 6 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un message, puis un deuxième, puis 10. Je les lisais méthodiquement, sans jamais répondre. Victor, qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes? Réponds-moi s'il te plaît, je ne comprends pas. Tu le savais depuis tout ce temps?
Le dernier message est arrivé à 14h23, il faut qu'on parle. J'ai répondu à 18h, quand j'étais certain qu'elle était déjà à la maison, qu'elle avait déjà bu un verre, et qu'elle avait déjà cassé la moitié de la vaisselle, dans une crise d'hystérie. Vois ça avec ton avocat. Le mien te contactera demain. Elle m'a appelé 10 fois de suite. J'ai renvoyé chaque appel, vers la messagerie vocale. Le soir même, j'ai emménagé dans un hôtel. Non pas par peur. Il y a bien longtemps, que je n'avais plus peur d'elle. Je voulais simplement, qu'elle rentre chez nous, et qu'elle y trouve un grand vide. Mes affaires avaient disparu méthodiquement, petit à petit, au cours des 2 dernières semaines. Les vêtements, les livres, les papiers, tout s'en allait discrètement, pendant qu'elle était au travail, ou avec ses amis. Il ne restait que les meubles, que j'avais payés, et le silence, qu'elle méritait. Mon avocat, Maître Moreau, était spécialisé dans les affaires complexes, à fort retentissement. Je ne l'avais pas engagé pour son agressivité, mais pour sa réputation. Il ne criait jamais au tribunal, il ne faisait jamais de gestes brusques. Ses armes, c'étaient les chiffres, les dates, et les faits indiscutables, présentés d'une voix douce et polie, qui forçaient les juges à hocher la tête involontairement. La première audience a été fixée 3 semaines plus tard. Catherine avait engagé un jeune avocat agressif, vu dans une publicité, un homme qui promettait de se battre jusqu'au bout. Elle pensait que les grands mots et les discours émouvants pourraient l'aider. Elle se trompait. Nous nous sommes croisés dans les couloirs du tribunal. Elle semblait différente, bien loin de la femme confiante dont je me souvenais. Le maquillage ne cachait pas les poches sous ses yeux. Son costume coûteux était froissé, comme si elle avait dormi avec. Elle a couru vers moi, et m'a attrapé par la manche. « Victor, parle-moi, s'il te plaît. C'est une erreur, je peux tout expliquer. » J'ai regardé sa main, puis son visage. Mon regard était vide. Je m'étais entraîné devant le miroir, pour obtenir très exactement cet effet. Aucune haine, juste une absence totale d'émotion. « Tu as un avocat, ai-je dit. Laisse-le parler. » « Mais je t'aime, a-t-elle murmuré, même s'il y avait du monde autour de nous, car plus rien d'autre n'avait d'importance. C'était stupide, je le sais, mais tu dois comprendre. J'ai compris, les jeux interrompus. À 3h du matin, il y a 6 mois, quand j'ai vu ton calendrier. Elle s'est figée. La couleur a quitté son visage, instantanément. J'ai vu la réalisation la frapper, et j'ai ressenti une étrange et froide satisfaction. Elle avait compris, elle avait enfin compris, que chacun de ces jours, chaque sourire, chaque baiser, faisait partie de mon plan, et non de sa victoire. « Alors tu as joué avec moi ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Non » ai-je répondu honnêtement. Je montais un dossier. « C'est toi qui m'as donné le temps de le faire. » Maître Moreau est arrivé à ce moment-là, et m'a pris à part. Elle est restée plantée, au milieu du couloir, pendant que les autres personnes présentes l'évitaient. L'audience a été brève. Maître Moreau a présenté les preuves préliminaires, le calendrier, les relevés bancaires, le rapport du détective. L'avocat de Catherine a tenté d'en contester la validité, mais la juge, une femme d'un certain âge, aux cheveux gris tirés en un chignon strict, l'a regardé de haut. « Nous examinerons la recevabilité, lors de la prochaine audience », a-t-elle déclaré. Mais le volume des pièces présentées est impressionnant. Elle m'a regardé. Sans pitié, mais avec une évaluation professionnelle. J'ai hoché la tête en retour, comme Moreau me l'avait appris. Je n'ai pas souri, je n'ai montré aucune émotion, j'étais simplement présent, comme un fait établi. Catherine pleurait au fond de la salle. Je ne l'ai pas regardée. J'ai regardé la montre, qu'elle m'avait offerte pour mon dernier anniversaire. Une montre achetée, comme je le savais maintenant, après un rendez-vous avec Damien à l'hôtel Sofitel, et payée avec notre compte commun. Je l'avais mise exprès, je voulais qu'elle la voie. Les 2 mois suivants n'ont été qu'une affaire de technique. Moreau ajoutait des preuves, je répondais aux questions, et je témoignais. Catherine essayait de négocier par le biais des avocats, par des connaissances communes, et par des mots qu'elle laissait sur ma voiture. Je les lisais, et je les jetais. Sans colère, mais avec une indifférence, dont je savais qu'elle la blessait plus profondément que n'importe quel mot.
Son avocat a changé de stratégie, en tentant de la faire passer pour une victime, une femme malheureuse, coincée dans un mariage insatisfaisant, et à la recherche d'amour. Moreau a détruit cette défense, en un seul interrogatoire. Il m'a demandé si j'avais consulté un conseiller conjugal. J'ai répondu oui. Si j'avais proposé un déménagement, un changement de travail, ou des vacances ensemble. J'ai répondu oui. Si j'avais été agressif, froid ou distant. J'ai répondu non. Du moins, jusqu'à cette nuit-là, jusqu'à 3 heures du matin, quand tout a basculé. Qu'est-ce qui a changé, monsieur Laurent, a demandé Moreau. J'ai compris qu'elle avait établi un emploi du temps pour sa vie, ai-je répondu. Et que je n'en faisais pas partie. La juge a noté cette phrase. J'ai vu son stylo s'arrêter une seconde, avant de reprendre sa course. L'audience finale a été fixée au jour de l'anniversaire de notre première rencontre, une date que j'avais choisie intentionnellement, bien que Moreau m'ait averti que le tribunal pourrait y voir de la théâtralité. J'ai insisté, je voulais cette symétrie. Je voulais qu'elle sente que tout revenait au point de départ, mais sous une forme déformée. Elle est arrivée, en portant la même robe que lors de notre premier rendez-vous, une robe bleue, avec un dos nu, qu'elle considérait comme sa tenue porte-bonheur. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle voulait susciter de la nostalgie, de la compassion, et peut-être des remords. Elle ne réalisait pas que moi, je me souvenais d'autres détails, cette robe apparaissait dans le rapport du détective. Elle l'avait portée pour Damien, pour Antoine, et pour sa dernière rencontre avec Maxime, à l'aéroport, avant son vol vers nulle part. Maître Moreau a présenté les conclusions finales. 40 000 € de préjudice matériel prouvé. En outre, un préjudice moral, évalué à 25 000 €. Une demande de transfert de propriété pour la maison, que j'avais entièrement financée, mais qui avait été mise à son nom, à sa demande. Pour la voiture, qu'elle avait choisie, mais que j'avais payée. Et pour la collection de vins, rassemblée par nos efforts conjoints, mais enregistrée à son nom. La juge a rendu sa décision, 1 heure plus tard. Je suis resté assis, immobile, en respirant calmement. Catherine tremblait. Je pouvais le voir du coin de l'œil, sans avoir à tourner la tête. La maison est attribuée au demandeur. La voiture, au demandeur. Les dommages et intérêts sont fixés à 65 000 €, payables sur une période de 2 ans. Aucune prestation compensatoire n'est accordée à la défenderesse, car ses revenus ne dépassent pas le seuil établi, après déduction de sa dette. Elle a poussé un cri. Pas très fort, mais étouffé, comme si quelqu'un l'avait frappé, au plexus solaire. Son avocat a tenté de protester, mais la juge a levé la main. La décision est exécutoire immédiatement, a-t-elle tranché. Affaire suivante. Je me suis levé, et j'ai rassemblé mes documents, méthodiquement, sans me presser. Catherine a couru vers moi près des portes, mais un huissier de justice s'est interposé entre nous. Moreau avait tout prévu, à l'avance. Pourquoi, a-t-elle crié dans mon dos. Victor, pourquoi? Je me suis arrêté, sur la dernière marche. La lumière du soleil était aveuglante, après la pénombre de la salle d'audience, et j'ai plissé les yeux. En bas, c'était une journée urbaine ordinaire. Des voitures, des palissades de chantier, un chien qui aboyait, quelque part au loin. Tu m'avais mis dans la case sommeil, ai-je dit doucement, mais elle a entendu, ou lu sur mes lèvres. J'ai donc eu tout le temps de planifier les choses. Je ne me suis pas retourné. L'ascenseur est arrivé tout de suite, et les portes se sont ouvertes en douceur. En bas, dans le hall, Moreau m'attendait, non pas pour célébrer, mais simplement, pour me remettre les documents finaux. Il m'a serré la main, de manière professionnelle, sans sourire. Êtes-vous satisfait du résultat, monsieur Laurent? J'ai réfléchi. La satisfaction, cela aurait été trop simple, trop humain. Je ressentais tout autre chose, un immense vide, mais un vide rempli par l'ordre. L'achèvement d'un processus long et méthodique. Oui, ai-je répondu. Merci. Dehors, je suis resté debout pendant 3 minutes, respirant à plein poumon. L'air sentait les gaz d'échappement, et les viennoiseries fraîches, de la boulangerie du coin. Une journée ordinaire, dans une ville ordinaire, qui continuait d'exister, sans remarquer que la vie de quelqu'un venait de s'achever, du moins sous la forme qu'elle avait connue.
Je ne ressentais ni victoire, ni libération, je percevais simplement le silence. Ce même silence, qui s'installe, quand un bruit incessant s'arrête enfin. Le silence d'un emploi du temps, purgé de tous ses blocs, le silence d'une vengeance, accompli jusqu'au bout. J'ai marché vers ma voiture, une voiture neuve, achetée avec l'argent qu'elle devait me rembourser. Dans le rétroviseur, j'ai vu le bâtiment du tribunal se refléter sur la vitre. Une petite silhouette se tenait à l'entrée. Elle était sortie, et restait immobile, regardant dans ma direction. Je ne pouvais pas distinguer l'expression de son visage, et je n'ai pas essayé de le faire. J'ai démarré le moteur, et je suis parti. Ni trop vite, ni trop lentement. Je suis simplement parti, la laissant là, avec un calendrier vide entre les mains, et une vie qu'il fallait entièrement reconstruire, mais désormais sans moi. Sans mon pardon, et sans ma présence, pas même dans le rôle de la victime. Ce n'était pas un pardon, c'était une victoire. Silencieuse, froide, et impitoyable, très exactement à l'image de son infidélité. Si vous avez aimé cette histoire, partagez vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de l'action de Victor? A-t-il été trop cruel, ou Catherine a-t-elle eu ce qu'elle méritait? La vengeance apporte-t-elle une justification, ou seulement un grand vide? Abonnez-vous à la chaîne, pour ne pas manquer nos nouvelles histoires, sur les parts d'ombre de la nature humaine, sur la trahison et la justice, et sur ce qui se cache derrière les façades des familles ordinaires. Chaque semaine, découvrez une nouvelle histoire, qui vous fera réfléchir. Cliquez sur la cloche, pour recevoir des notifications, lors de nos prochaines publications. Votre avis compte énormément. Dites-nous, ce que vous aimeriez voir, dans les prochaines histoires. À très bientôt, dans de nouvelles vidéos.